deuxième partie. Est-ce qu'on peut parler peut-être de manière plus approfondie ou détaillée des différentes choses que tu as mises en place, des thérapies? Je crois que tu m'as dit que tu faisais une psychanalyse, mais que tu avais essayé aussi une TCC, donc une thérapie cognitive et comportementale. Absolument. Les médicaments, si tu en as pris, etc. Je pense que ça peut être intéressant pour nos auditrices et nos auditeurs. Bien sûr. Et puis pour moi aussi, qui suis en plein dedans encore. C'est toujours singulier et puis ça dépend de chacun, mais dans mon cas personnel en tout cas, donc j'ai commencé avec avoir un psychiatre, faire une sorte de petite psychanalyse parce qu'on se voyait toutes les semaines et que je racontais ma vie. Donc c'est pas plus compliqué que ça quoi en gros, mais à l'époque je me focalisais beaucoup sur mes symptômes, mais bon voilà quoi, il y a eu ça, j'ai eu d'autres psys. Oui, il y a eu de la prise de médicaments bien sûr. Et j'ose dire que moi ça m'a fait du bien. Alors je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec et tout ça, et que surtout des gens le craignent. Moi personnellement à l'époque j'ai beaucoup freiné, j'ai pas du tout voulu faire de thérapie parce que je me sentais diminué à l'idée d'avoir besoin de chimie pour aller mieux. J'étais vraiment dans l'idée que non, ce truc va passer. Alors ça c'était ma première illusion, je me suis dit ça va passer. Et la deuxième illusion était que même si ça passait pas tout seul, moi avec ma propre volonté j'allais y arriver. Alors peut-être que pour certains ça fonctionne, peut-être que pour certains ça passe. Moi dans mon cas ce n'est pas passé, ma volonté ne suffisait pas. Je pense pas qu'il y ait de mode opératoire déjà parfait qui fonctionne en toutes circonstances et pour toutes les personnes. Je pense que c'est la mise en place déjà de la bonne attitude, donc qui est de faire toutes ces petites choses dont je parlais, de chercher de l'aide, donc plutôt chercher une thérapie, et de peut-être probablement dans certains cas avec son thérapeute ou son médecin, son psychiatre. Psychanalyste ne peut pas le faire, recourir à un traitement. Donc oui, j'ai commencé à prendre un traitement. Et en tout cas, ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est bien parce que ne serait-ce que ça, déjà d'être un peu moins pris par l'anxiété au jour le jour, te permet, en tout cas m'a permis de pouvoir me concentrer sur d'autres choses dans ma vie qui elles-mêmes m'ont fait aller mieux, etc. Je pense que c'est des stratégies un peu sur plusieurs fronts, si j'ose dire. Le médicament m'apaisait d'un côté, du coup il me permettait moi de un peu aller chercher à faire des choses ces choses-là me rendaient un peu plus heureux, ou éveillaient un peu plus mon esprit, ou du moins l'occupaient pour qu'il soit un peu moins en train de tourner en rond. Donc c'est un peu, on va dire, l'association de plusieurs choses qui m'a fait du bien. Et donc choses desquelles je n'exclus pas le médicament. Je dis pas que c'est obligatoire, je dirais jamais ça. Je pense que beaucoup de gens probablement s'en sortent sans. Ce que je dis simplement, c'est faut pas avoir honte si on ressent le besoin et si ça fait du bien. Donc il y a eu le Sormontil. Après, je suis passé à du Zoloft, où là, ça a davantage, on va dire, stabilisé la chose. Et j'en ai jamais pris d'autres. Et pas d'anxiolytique. De manière très ponctuelle. D'accord. C'est-à-dire que comme j'étais agoraphobique, je ne bougeais plus de chez moi. Petit à petit, j'ai commencé à aller mieux. J'ai recommencé à prendre le métro, j'ai recommencé à bouger de quartier, j'ai recommencé à prendre le train, etc., etc., etc. Il ne me manque finalement que l'avion, dont je suis proche, je le sens. Oui, la première fois que j'ai repris un train, j'ai pris une moitié de l'Exomil. Et ça fait un bien de dingue. Et je vais pas mentir non plus. J'ai toujours un demi-Lexomil sur moi. Je ne le prends jamais. Je ne l'ai jamais pris, ce truc. Mais ça me rassure de me dire, si jamais j'ai ce petit truc avec moi. Honnêtement, en l'occurrence, ça va. Je pense pas que ça soit trop handicapant d'avoir un petit Lexomil. D'ailleurs, c'est un détail intéressant. Dans une boîte de Lexomil, au bas de la boîte, il y a une petite boîte intégré donc dans le packaging du truc, une petite boîte pour ranger ces Lexomil. C'est-à-dire qu'ils savent très bien à qui ils, entre guillemets, vendent. Entre guillemets, parce que dans notre beau pays, c'est remboursé. Ils savent très bien à qui ils s'adressent avec leurs médicaments. Il y a déjà le petit truc qu'on peut prendre et mettre dans la petite poche de son jean. Enfin, voilà, c'est les gens qui prennent ce genre de médicaments, parfois peuvent être assurés de l'avoir, même s'ils ne le prennent pas. Ce qui est mon cas. Mais j'ai jamais pris des anxiolytiques sur le long terme. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé d'éviter parce que je sais que cette classe de médicaments a plutôt une
une forte tendance à rendre dépendant. Mais bon, pour ceux qui le prennent, encore une fois, oui, ça assomme complètement. Et le problème, c'est que ça assomme. Après, ça augmente les résistances de son propre corps, qui du coup, ça n'assomme plus. Du coup, on est obligé d'en prendre un peu plus, etc., etc. Mais encore une fois, si on en a besoin, vaut mieux ça que souffrir à outrance. Mais moi personnellement, j'ai essayé, j'ai réussi, j'ai eu la chance d'éviter de trop en prendre des anxiolytiques. Donc plutôt en antidépresseur dans mon cas. Même là après la dépression passée, c'est-à-dire que le trouble d'anxiété généralisée, je crois savoir, est un problème qui, en tout cas, une névrose qui répond plutôt auquel on s'adresse plutôt avec des antidépresseurs. L'anxiolytique, c'est plutôt par appoint, quoi. Oui, voilà, oui. Quoi, par un moment précis, quoi. Ok, intéressant. Moi, j'ai une expérience un peu différente, mais moi, j'ai pris très peu d'anxiolytiques. J'en ai pris aussi de manière très ponctuelle, un peu comme toi, pour faire face à des situations, notamment l'avion, le train, etc. Mais sinon, j'évite. J'ai ma petite trousse de secours qui ne me quitte jamais non plus, dans laquelle j'ai toutes sortes de choses pour me calmer. J'en prends plus non plus d'ailleurs, ça fait un moment que j'en ai pas pris, ça fait au moins 1 an je pense que j'ai rien pris. Et j'ai pris des antidépresseurs pendant 1 an et demi. Après, moi j'ai voulu les arrêter assez vite, malgré que c'était très efficace. Enfin, vraiment, j'ai recommencé à me promener dans la nature. J'avais recommencé à prendre le métro accompagnée, pas encore seule, mais accompagnée, ça passait de temps en temps. Toi, ça t'aide d'être avec quelqu'un? Oui, ça dépend qui. Mais je sais que pas mal de gens, ça les aide d'être avec quelqu'un. Et souvent, quand je parle de mes phobies à des gens, ils me disent, mais si je suis avec toi, mais si je trouve ça adorable d'ailleurs quand les gens le proposent. Et je comprends parfaitement que des gens ça aide. Moi personnellement, c'est un truc qui a aucune influence. Mais je pense qu'on est tous très différents par rapport. À qui j'arrive à vraiment m'en remettre en fait. Il y a très peu de gens. Et c'est des gens en général qui connaissent bien l'état de mes phobies. À qui t'as confiance finalement. Quoi. Voilà, c'est vraiment une question de confiance et au final, enfin, tu sais bien que on a du mal à se faire confiance à soi-même, donc faire confiance à un tiers. Exact. C'est assez compliqué, mais dans mon entourage, j'ai au moins 2-3 personnes qui sont vraiment rassurantes, avec qui je peux faire un certain nombre de choses. Après. Des choses je peux pas, enfin même avec ces personnes-là, il y a des choses je leur dis non quoi. Enfin, voilà, par exemple se promener dans la nature, moi c'est vraiment ce qui me fait souffrir le plus actuellement, parce que ça me manque en fait, parce que j'aime ça, j'aimerais bien pouvoir aller faire des randos, mais c'est impossible, je peux même pas aller au but de Chaumont. Le Luxembourg, le but de Chaumont, ça te... Okay. Impossible, les buts de Chaumont, là j'y suis entrée la dernière fois accompagnée. Et j'ai fait 50 mètres, même pas, et je voulais partir, enfin j'étais pas bien, donc voilà, ça sous antidépresseur c'est tout parti. Ça allait un peu mieux quoi. Alors oui, j'appréhendais quand même et tout, mais j'avais plus les symptômes physiques de la panique en fait. Ça passait, donc ça restait dans ma tête. Alors oui, ça me faisait peur, mais ça se traduisait pas dans mon corps, si tu veux. Donc j'avais moins peur, parce que moi, comme toi, j'ai la peur de la peur, enfin la phobie de la phobie. C'est vraiment ça le plus difficile en fait. Et du coup, ça s'était vachement atténué. Mais à quel prix? Au prix de certaines de mes émotions, du coup, d'autres émotions, pas que la peur, qui étaient un petit peu annihilées. Et moi, je suis une personne très émotive, donc ça m'a paru bizarre parce que j'avais l'impression de plus être complètement moi-même. Des situations qui normalement m'auraient indignée, m'auraient mise en colère ou m'auraient rendue super triste. Je restais relativement calme et zen, donc je trouvais ça bizarre. C'était pas vraiment moi. Il m'était arrivé de dormir 12 heures par jour, ça m'était pas arrivé depuis l'adolescence. Enfin des choses comme ça qui... Et puis à un moment donné aussi j'ai beaucoup grossi. Donc je pense que c'est ça aussi. Enfin ça a fait partie des choses qui... où je me suis dit faut que j'arrête ce truc. Alors j'ai grossi parce qu'il faut pas mettre nos auditeurs et nos auditrices, faut pas les induire en erreur. C'est pas les antidépresseurs, ça fait pas grossir, mais c'est juste que comme on se sent mieux,
Comme on est, si on est un petit peu bon vivant, qui est Ouais. le cas, Ouais. ben voilà, on va pousser un petit peu plus. Enfin, moi j'ai pas mal dégusté à cette époque-là parce que je me sentais mieux. Je revivais quelque part. Je comprends. Voilà, il y avait plein de choses que je pouvais plus faire et là je les refaisais. Donc voilà, mais du coup j'ai voulu en sortir et en fait quand j'ai arrêté, en plus j'ai arrêté de manière un petit peu chaotique. Enfin, j'ai fait un petit peu ça toute seule. Ouais. Bah, ça m'est revenu complètement en pleine face. Thérapie comportementale et cognitive, très en vogue en ce moment. Il y a des études. A priori, c'est ce qui est le plus efficace contre les phobies, en tout cas certaines phobies. Moi, j'en avais testé une première. J'avais fait 5 séances avec un thérapeute et en fait, ça matchait pas déjà avec lui, je pense. Mais aussi, j'étais tellement bloquée en fait. Et pour les auditrices et les auditeurs, la thérapie comportementale et cognitive, elle consiste en fait à se confronter à l'objet de sa peur de manière progressive. Et donc, on établit une hiérarchie, si vous voulez. Donc, par exemple, ce qui vous fait le plus peur, c'est d'aller dans le métro. Ce qui vous fait un peu moins peur, mais vous fait peur quand même, par exemple, ça va être de vous enfermer dans votre salle de bain. On commence clairement par la salle de bain. Et on va aller crescendo comme ça et se confronter à des situations de plus en plus stressantes. Donc, c'est ça, en gros, une TCC. Donc, voilà, pour employer le jargon. Et donc moi là j'en fais une deuxième depuis 1 an maintenant avec quelqu'un qui utilise la réalité virtuelle, donc c'est pas mal parce que c'est intéressant. Comme il peut pas vous accompagner en situation réelle, au moins c'est une manière de vous accompagner et de vous montrer comment réagir en fait quand vous êtes confronté aux éléments qui vous font peur. Sauf que je me retrouve, après avoir bien assimilé la théorie, je me retrouve justement confrontée à des difficultés pour passer à la pratique. Il y a des choses que j'ai recommencé un petit peu à faire, mais pour ce qui est vraiment très 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 anxiogène, pour l'instant j'y arrive pas, ça passe pas. Donc c'est pour ça que je voulais te demander ce que toi t'en avais pensé en fait de cette méthode-là. Ça n'a pas été une grande réussite personnellement. Je l'ai tenté qu'une fois et je trouve pas que ça ait eu beaucoup d'effets très positifs sur moi. En tout cas, ça n'a pas trop marché. Je pense qu'il y a une vérité là-dedans, dans ce que t'as dit là, comment t'as décrit. Je pense qu'il y a quelque chose de vrai. Moi-même, j'en ai fait, on va dire, automédicamenté, dans le sens où quand j'avais du mal à reprendre le métro, à me mettre dans une situation enfermante, je faisais petit à petit, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a une vérité là-dedans. Air France propose des stages de simulateurs de vol qui coûtent 700 €, je crois. C'est pas remboursé par la Sécu. Non, c'est pas remboursé. Si vous vous débrouillez bien, peut-être vous pouvez faire passer ça en formation professionnelle si vous avez besoin de prendre l'avion pour votre boulot, mais je suis pas sûr que ça marche. Mais c'est une sorte de TCC par la réalité virtuelle, déjà. Parce que c'est ça, un simulateur de vol. Donc, je pense qu'il y a une vérité là-dedans. Moi, dans mon cas, personnellement, ça s'est pas excessivement, ça s'est pas avéré révolutionnaire. Mais encore une fois, peut-être que c'était la personne, peut-être que faut pas avoir peur d'essayer plusieurs choses. Et j'ose le dire, mais un psychanalyste, ça se passe, vous êtes pas fan, alors faut pas abandonner tout de suite, parce que c'est aussi contre-productif, mais vous pouvez en changer. La personne qui vous fait de la thérapie cognitive et comportementale n'a pas l'air de vraiment vous paraître efficace ou il n'y a pas le bon feeling, changez-en. Le médicament aussi, il y en a d'autres.
C'est pas les mêmes molécules, ils ont pas les mêmes effets d'action. Ce que je pense, alors ça c'est vraiment mon avis personnel, hein, basé sur une petite réflexion. Je pense que les maladies névrotiques, psychotiques, je n'oserais pas aller là-dedans, mais les maladies névrotiques se soignent avec une médecine balbutiante. Si on prend l'exemple de la psychanalyse, elle a un peu plus de 100 ans, c'est rien. Je suis persuadé, vraiment ça n'engage que moi, je suis persuadé que dans 300 ans, on saura soigner ça très très bien et qu'on regardera avec la même gentille, comment dirais-je, une sorte de candeur et teinté d'un peu de moquerie, la psychanalyse d'aujourd'hui. Comme on voit des gens, des médecins du 17e ou des médecins pratiquer des saignées sur des malades, on se dit mon Dieu mais c'est ridicule, ça sert à rien. Oui, mais à l'époque ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient de connaissances. Alors ça c'est vraiment que mon avis. Mais quand on y réfléchit bien, voilà la découverte de Freud, qui est une méthode, qui est celle d'un continent caché, qui est celui de l'inconscient. Après il a dit que c'était une thérapie, ça reste un peu à prouver. Je dis ça alors que je fais une psychanalyse. C'est-à-dire que je fais une psychanalyse, mais je sais très bien, je suis persuadé, en tout cas personnellement, que c'est pas du tout encore une science absolument dure. C'est pas absolument exact. C'est pas vraiment une science, hein. Je pense que c'est une science en devenir. De la même manière que l'alchimie a donné la chimie, de la même manière que l'astrologie a donné l'astronomie. Je pense que voilà, c'est Auguste Comte qui réfléchissait à ça, aux différents états de progression d'une science on va dire d'une version un peu balbutiante à une version un peu plus affirmée, dure et plus scientifique au sens où on l'entend aujourd'hui. Je pense que les bases ont été posées, qu'elles sont nécessaires. Je pense qu'on peut déjà aider. Je pense qu'on a fait des découvertes incroyables là-dedans. Je pense que une psychanalyse peut énormément aider quelqu'un. Je pense pas qu'il faille voir que ce soit dans les TCC ou dans la psychanalyse ou même dans les médicaments, parce que c'est vraiment quelque chose de très complexe auquel on s'attaque, je crois, y voir la même efficacité qu'on peut retrouver dans le traitement, je sais pas moi, de la varicelle. Donc on traite pas, mais enfin je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on vaccine. Il y a pas voilà, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi mécanique. On n'est pas dans le corps, on est dans l'esprit. La psychanalyse, tu dirais qu'elle t'a apporté des choses? Bien sûr, quand même, ouais. complètement. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Complètement. Déjà, je crois, et ça a été compris il y a très 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 longtemps par les Grecs qui ont compris déjà beaucoup de choses. Elle m'apporte un soulagement cathartique. C'est-à-dire que je parle de choses, j'en sors, je suis déjà bien. Un peu comme je vais sortir ici là de cette séance, entre guillemets, séance avec toi, je suis sûr que j'irai déjà beaucoup mieux. Est-ce que j'ai un avenir comme ça? Tu le fais pas trop mal, tu le fais pas trop mal, t'as tendance à trop parler de toi. Mais tu le fais pas trop mal. Non, concrètement, surtout tu poses les bonnes questions, on voit que tu connais le sujet. Donc oui, je pense qu'elle m'a fait du bien. Elle m'a fait du bien parce qu'elle m'a permis de comprendre des choses sur moi. Elle me permet, toutes les semaines, je continue à aller, de pas les garder en moi. C'est-à-dire que je pense pas que ça soit miraculeux. Je pense que c'est mieux dehors qu'à l'intérieur. Voilà. Et de la même manière que toi et moi, on a une passion pour faire entrer l'accusé, d'ailleurs. C'est Aristote qui réfléchissait à tout. Alors ça c'est un truc que je peux donner aussi. Personnellement, moi la curiosité est quelque chose qui m'aide un peu à sortir de mes anxiétés. Donc voilà, j'aime bien parfois m'intéresser à la philosophie parce que j'ai une grande peur existentielle de la mort. Et donc forcément la philo on y vient assez vite. C'est quelque chose qui m'a fait du bien par rapport à mes angoisses. Mais il y a de tout. Toi je sais que t'aimes la navigation, l'histoire. Je pense que se plonger parfois dans des domaines de connaissances peut faire beaucoup de bien. Bref, Aristote s'était posé la question de pourquoi dans n'importe quelle passion d'ailleurs, c'est vrai, mais je trouve que celle qui fait travailler l'esprit et pas que le corps, et les deux sont bien, est aussi très utile. Généralement quand on est anxieux, on a tendance à avoir l'esprit qui tourne très vite et qui est un peu ce genre de choses parfois le cadre un peu. Mais tous les même faire du rameur ou de la corde à sauter, c'est excellent. C'est toujours un moteur de motivation aussi, ces choses-là, pour pouvoir en sortir.
Là, même si on le force un peu, dans le sens où on s'impose un peu une discipline, ça on veut devenir plus compétent dans un champ ou dans un autre, je suis d'accord avec toi, c'est très moteur. Donc je disais, je termine là-dessus, il avait réfléchi sur pourquoi est-ce que les gens aiment aller voir des tragédies, parce qu'à son époque ils aimaient bien regarder des tragédies. Sa réponse assez émouvante est que on se sait tous mortels, et que finalement voir les tragédies sur scène, c'est une façon de pas les regarder à l'intérieur de nous et que ça les sort, et que ça fait du bien. Et donc la fameuse catharsis. Et donc je pense qu'une psychanalyse, ne serait-ce que pour ça, est déjà quelque chose de vertueux. Voilà, il y a un siècle, les gens allaient se confesser à leur curé. Voilà, aujourd'hui on va sur des ça, on va dans des, c'est devenu complètement, ou plutôt les curés étaient les psys d'avant ou l'inverse effectivement. Je pense qu'au moins il y a ça d'intéressant, qu'il y a quelqu'un dont c'est le métier de t'écouter, d'entendre tes trucs. Après il faut avoir un bon feeling et aimer la façon qu'a de faire la personne. Ça dépend chaque psy est différent. T'as évoqué tout à l'heure le fait que le rôle des autres était minime, en tout cas pour ce qui était de t'exposer aux éléments phobiques. Ouais. Du coup, ça m'a donné envie de creuser un petit peu plus justement le rôle de l'entourage. Ouais. Et le regard en fait que les gens peuvent porter là-dessus. Est-ce que en fait tu as parlé toi de tes phobies autour de toi? Comment est-ce que les gens ont réagi en fait à différentes étapes de ta vie? C'est une excellente question. J'ai beaucoup de chance parce que je suis entouré de beaucoup de gens qui m'aiment énormément, mais ça veut pas dire qu'on ne se sent pas seul ou qu'on peut pas souffrir. Hein, mais oui, j'en ai parlé. J'en ai beaucoup parlé. Je vais être tout à fait sincère avec toi. Je pense avoir été, j'en parlais tout à l'heure, assez peu compris. Mais je ne leur en veux pas une seconde. Ils avaient pas une compréhension parfaite de mon problème parce qu'ils ne le vivaient pas et je peux pas leur en vouloir. En revanche, pour l'écrasante majorité d'entre eux, ils avaient beaucoup d'empathie. Et ça suffit. Faut pas trop en demander, je pense. À une époque, j'en souffrais beaucoup, hein, ça me rendait dingue. J'avais un peu cette vue de l'esprit où je m'imaginais, je voudrais que mes proches, alors c'est terrible, je vais passer pour un sadique, mais vivent pendant une seconde, ce que c'est que la sensation d'une attaque de panique. Alors pas pour qu'ils en souffrent, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils voient, pour que plus jamais ils me regardent en me disant oh mon Dieu d'accord mais t'as quoi, oh là là, ou parce que parfois on peut se prendre des remarques excessivement désagréables où on sent que les gens n'y croient pas trop, ou on sent que les gens vont un peu se moquer, alors que bon voilà quoi, quelqu'un qui a une triple facture de je ne sais quel os, personne va s'en moquer, tout le monde va se dire oh là ça va faire très mal. Parfois, les gens qui ont des phobies, on va pas se mentir, des gens vont en rire, parce qu'ils ne l'ont pas vécu, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Je pense de moins en moins. Je pense que les gens sont de plus en plus ouverts, sont de plus en plus tolérants à ce genre de choses, ne serait-ce que intellectuellement, même s'ils ne l'ont pas ressenti dans leur chair, je pense que même intellectuellement, les gens sont de plus en plus ouverts au mal-être et à la sensibilité des gens. Après, ça veut pas dire qu'il faut non plus se répandre dans son truc. Moi-même, je sais ce que c'est, je sais à quel point c'est dur, et j'ai déjà demandé et voulu que mes proches sachent ce que c'est. Je crois qu'on va mieux aussi quand on arrête d'attendre d'eux une compréhension parfaite de ce qu'on a. Personne comprendra parfaitement. On est comme on est, et chacun est comme il est, et j'ose dire, tout le monde va avoir des grosses souffrances dans sa vie. Et que je crois, alors c'est très personnel encore une fois, hein, j'arrête pas de le répéter, mais c'est important de le dire, en tout cas j'ai l'impression, je crois que ça n'aide personne faut s'accepter, il faut se pardonner de pas être bien, il faut pas non plus, c'est mon avis, se répandre trop, il faut savoir aussi réagir, il faut savoir aussi se souvenir que c'est le lot de n'importe quel mortel que de souffrir, et que parfois j'en parlais au tout début, être un peu stoïcien aussi, ça fait du bien. Se dire, ok, c'est ma croix, je vais la porter. C'est une image christique, chacun aura la sienne, mais voilà, je vais m'élever face à mon problème, je vais essayer d'être à son niveau. Parfois, on a le droit de baisser les bras, on a le droit de s'effondrer, mais il faut aussi parfois se dire, on a en nous la force, il faut l'affronter et taire même, de temps en temps, j'ose le dire, ses problèmes par rapport à ses proches. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois d'être dans des situations où j'avais des montées d'angoisse. Et j'ai gardé ça pour moi. Je dis pas que c'est une bonne chose, hein. Je dis pas qu'il faut tout le temps le faire. Je dis juste que l'angoisse est passée, ça s'est bien passé, tout, voilà, et ça a continué, et c'était pas grave. Faut aussi, à un moment donné, apprendre à vivre avec. C'est dur, mais
je connais pas la sophrologie, mais il me semble que ça a un peu à voir avec ça, c'est-à-dire à vivre avec. Quand on a compris que pour l'instant il n'y a pas de remède miracle, vivre avec, c'est déjà une manière de vivre mieux avec, en fait. Donc par rapport à mes proches, moi j'ai eu de la chance que j'ai eu beaucoup d'amour. J'ai pas toujours eu de la compréhension comme je le voulais, mais j'ai fini par m'en faire une raison. Et pour finir de répondre là-dessus, parce que je trouve qu'il y a un élément important, au début j'avais assez honte d'en parler. Je le cachais pas mal, mes phobies et tout ça. J'essayais d'éviter. Des gens que je connaissais peu, je leur disais pas du tout. Je le disais qu'à des gens avec qui j'ai une grande confiance. Et j'admets qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à beaucoup plus m'ouvrir là-dessus. Ce que je fais par exemple en venant parler dans ton micro, mais chose que tu fais aussi en faisant cette émission. Moi, mon point de vue, c'est que c'est très bien. Il y a aucune honte à avoir. Tout le monde a des problèmes. Et les gens qui d'aventure se moqueraient de ça. Enfin, il faut en avoir rien à faire. Donc moi, je conseillerais plutôt d'en parler. Alors oui, si on remarque qu'on en parle à quelqu'un et qu'on n'a pas un retour bienveillant, autant arrêter. Mais il n'y a pas de mal à le dire. On n'est coupable de rien. Oui. Voilà. Puis je pense qu'il faut distinguer effectivement quelque chose qui est en toi, qui va probablement toujours être en toi, en fait, le fait d'être un peu anxieux, d'être quelqu'un de fondamentalement inquiet. Enfin, t'as parlé de la peur de la mort. Enfin, t'as des angoisses existentielles assez prononcées. Mais tu vis avec. On peut tous vivre avec. Donc, je pense qu'il faut distinguer ça du fait d'être complètement en incapacité de faire certaines choses, en fait, de la vie quotidienne, comme prendre le métro, l'ascenseur. Complètement d'accord avec toi. Oui, tu fais très bien de le préciser. Je dis vivre avec, oui. Après, si ta phobie ultime, c'est aller dans l'espace, bon, franchement, c'est pas très grave. Oui, si c'est prendre l'ascenseur, comme c'est mon cas, ou si c'est prendre le métro, comme c'est le tien, là, non, effectivement, il faut réagir et il y a moyen de s'en sortir. Il y a moyen là, par contre, il faut un peu plus l'affronter. Je suis d'accord avec toi. Bien sûr, il faut vivre avec le niveau résiduel d'anxiété. Oui, après c'est une très bonne distinction. Tu fais bien de la faire. Quand ça devient un truc incapacitant, problématique pour sa vie, non, il faut l'affronter parce que c'est le meilleur moyen de résoudre le problème. Pour finir cette partie-là, en plus de l'entourage et des thérapies, est-ce que il y a des choses qui ont pu t'aider à faire face? Donc, t'as mentionné tout à l'heure le travail, le sport aussi. T'as mentionné un petit peu la philosophie aussi. Est-ce que tu vois d'autres choses qui t'ont aidé? Le fait de s'adonner à une passion, effectivement, t'as mentionné ça également. Des choses m'ont fait du bien, mais j'ai un peu plus de gêne à le dire dans le sens où c'est pas des choses qui sont à ma portée. C'est-à-dire que oui, quand j'ai eu des relations amoureuses heureuses, j'allais beaucoup mieux. Voilà, typiquement quelque chose qui peut réduire les anxiétés, mais en revanche qui peut aussi les décupler par ailleurs. Quand ça se passe bien, on va beaucoup mieux, là on est beaucoup moins anxieux, alors quand ça se passe mal, en revanche c'est une catastrophe. Donc je ne conseillerais pas, mettez-vous en couple, ça va aller beaucoup mieux, parce que c'est une très mauvaise manière de commencer un couple. Mais il y a eu des événements extérieurs qui ont eu une influence sur mes anxiétés. Mais je pense que le but de ta question est de savoir est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre chacun en place qui font du bien. Justement, sans aller chercher... Voilà, quelque chose d'extérieur. Et qui, du coup, ne dépend pas de nous. C'est ça. Voilà, je pense que c'est la bonne attitude. Tout ce qui peut vous passionner, tout ce qui peut vous occuper l'esprit, qui peut vous apporter de la joie, qui peut vous apporter du plaisir. Alors, du plaisir sans contre-coup. Des plaisirs sains. Parce que le sport par exemple c'est pas un plaisir quand on le fait parfois, il faut se forcer un peu, mais au bout du bout il y a quelque chose de très 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 plaisant. Je rajouterais quelque chose dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un peu d'ordre. Chercher à mettre un peu d'ordre. Ça veut pas dire devenir psychorigide, ni maniaque, ni quoi que ce soit, mais mettre de l'ordre dans sa vie. Ça veut pas forcément dire nettoyer son appart ou ranger ses documents. C'est mettre de l'ordre dans sa vie, c'est de voir où on en est, d'essayer de comprendre un peu sa semaine, de voir un peu à quelle heure on dort, à quelle heure on se réveille. Et parfois des petits gestes déjà nous mettent un peu dans une situation un petit peu plus ordonnée et on réfléchit mieux dans l'ordre.
Alors je dis pas qu'il faut être complètement ordonné, où chacun est ordonné à sa manière, chacun s'habille, décore son appart, bref, fait ce qu'il veut. C'est pas du tout l'ordre dans le côté gérer la vie des gens comme je voudrais qu'elle soit gérée. C'est pas quelque chose de totalitaire, hein, ce que j'indique là-dedans. C'est vraiment réfléchir à sa vie, essayer d'y voir un peu plus clair, et pour ça, essayer de l'ordonner un peu, de la comprendre, de la séquencer, de voir un peu, et pas de mal aussi, à mettre un peu de routine. Je pense que ça peut faire du bien. Tous les jours un petit truc, mettre quelques petits rituels par-ci par-là. Ça, je pense que ça peut aider. Comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que tu dirais que tu t'en es sorti? Je dirais que oui, j'en m'en suis sorti dans le sens où clairement je ne suis plus dans la situation dans laquelle j'étais. J'aurais rêvé de pouvoir être comme je suis aujourd'hui quand j'allais pas bien. Donc voilà, de ce point de vue-là, oui, je m'en suis sorti. Est-ce que je suis encore anxieux? Oui. Énormément de blocages, je ne les ai plus. J'ai pas fait d'attaque de panique forte depuis des années. Je suis globalement heureux. Investi dans mon travail, je fais plein de choses, j'ai plus de déprime. Je dis pas que ça ne va plus jamais m'arriver dans la vie, hein. Qu'on s'entende bien, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Mais ta question concerne aujourd'hui, donc ma réponse à aujourd'hui est celle-ci. Oui, je vais beaucoup mieux. Et beaucoup des symptômes, beaucoup des choses dont je souffrais à l'époque n'existent plus. Tu peux aller faire un trek dans le désert aujourd'hui? J'irai pas jusque-là dans le sens où le désert, ça dépend lequel d'ailleurs, tu me diras, mais ouais, je suis déjà allé sur une île, je suis déjà retourné dans la forêt, je suis déjà retourné en pleine autoroute. Ça aussi quand même, quand on est agoraphobe, et sans problème quoi. L'autoroute en conduisant, c'est toi qui conduis? Non, j'ai pas le permis. Voilà, je suis parisien depuis longtemps, donc j'ai pas le permis, mais bon, voilà, ça me rassure. Mais ouais, en pleine autoroute. Bref, j'ai tout refait. Le seul truc qui manque encore, c'est l'avion, etc. Mais la nature, t'arrives à y aller? Ouais, maintenant j'y arrive. Faire une marche. Ouais. Alors que je n'y arrivais pas. Aujourd'hui, je peux sans aucun souci le métro sans aucun souci, et même me balader en forêt et tout. Je l'ai fait. Même tout seul? Ouais, je pense. Oui, je pense complètement. Alors là, par contre, je serais pas hyper rassuré, mais pas du côté phobique, du côté peur plus rationnel de me perdre. J'ai pas envie de me perdre dans la forêt. Mais si je connais le chemin, si je sais un chemin, je sais que je vais pas me perdre, ouais, je peux aujourd'hui aller au plein milieu d'une forêt, chose qui avant était parfaitement impossible. Ok. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir. J'espère que ça va donner plein d'espoir à d'autres. J'aurais aimé entendre ça à l'époque aussi. Parce que tu l'as pas entendu, non, pas du tout. Rencontré des gens qui t'ont donné cet non, espoir-là. je t'avais pas encore commencé ton podcast. Voilà, c'est la seule raison. Non, mais tu vois, j'allais sur Doctissimo et j'avais que des gens qui avaient des problèmes. C'est pour ça que j'ai voulu y retourner aussi pour peut-être laisser une parole bonne. Quand les gens vont bien, ils parlent pas de leurs problèmes. Ils en parlent que quand ils vont mal. Donc oui, donc c'est terrible. Bien sûr. Donc moi j'en reviens un petit peu à mon blocage en fait, parce que ma question aujourd'hui et je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont se retrouver là-dedans, c'est comment est-ce qu'on en finit avec ces blocages. Moi aussi pendant longtemps j'ai eu besoin de comprendre d'où ça venait. Je me sentais infiniment seule. Je me sens moins seule aujourd'hui, mais j'ai des grands moments de solitude quand même. Et puis je me sens assez incomprise aussi. Bon, ça va ensemble. Donc je peux pas dire aujourd'hui que j'ai tout compris, mais notamment grâce à la psychanalyse et à la TCC que je fais, je vois quand même plus clair dans l'origine, en tout cas, de mes phobies. Je comprends mieux aussi ma peur de la peur.
Mais malgré ça, malgré que le déni, parce que j'ai aussi été dans le déni, je pense, pendant trop longtemps, et donc j'ai été beaucoup dans l'évitement de toutes ces situations-là. Donc j'ai créé moi-même en fait de plus en plus de situations dans lesquelles j'ai peur aujourd'hui. Donc voilà, donc une fois que ce déni il a été enlevé, que j'ai compris le mécanisme, etc. Malgré tout ça, je reste complètement bloquée et tétanisée en fait par donc cette peur de la peur. J'arrive pas à passer de la théorie à la pratique vraiment. En tout cas, je fais des petites choses, mais je vais pas très très loin, ou en tout cas ça va pas assez vite à mon goût. Donc j'accumule pas mal de frustration aussi, parce que je me mets des objectifs et j'arrive pas à les tenir. Et au final, je trouve pas en fait le courage de juste me planter par exemple au milieu d'un pont, pour prendre juste un exemple assez courant à Paris, et me dire ok, je vais probablement faire une crise de panique, et alors je sais de manière rationnelle que je ne vais pas en mourir. Ça va être extrêmement désagréable. En fait, tout ce qui me manque, c'est d'accepter que ça va être désagréable, que je vais vivre une situation désagréable, que je vais souffrir en partie, mais qu'après ça ira. Et en fait, c'est vraiment ça mon interrogation aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on trouve ce courage, en fait, d'accepter d'endurer des symptômes vraiment désagréables. Enfin, d'accepter de vivre des moments qui sont juste pas cool, quoi, en fait. Voilà. C'est vraiment ça ma grande question. Et aucun psy ne sait me dire, en fait, comment on se débloque. Je crois sincèrement qu'il n'y a pas de mal à éviter d'aller sur un pont si on sait qu'on va faire une attaque de panique. Parce que oui, ça tue pas, mais ça laisse des traces, c'est tellement douloureux. Moi, j'en voudrais jamais à quelqu'un qui évite une situation, parce que cette personne a la certitude d'avoir une attaque de panique. Et beaucoup des situations, l'évitement que moi j'ai choisi, comme toi tu l'as choisi, comme beaucoup de gens l'ont choisi, c'est pour éviter potentiellement une attaque de panique. Il n'y a pas de mal à ça. Parce que moi, ma réponse à ça, c'est que je pense pas, alors personnellement, que la réponse soit dans il faut que je sois capable d'aller affronter une attaque de panique pour que ça aille mieux. Non, je pense pas. Je pense que si tu vas sur un point que tu fais une attaque de panique, t'auras encore moins envie d'y aller après. Donc je pense que totalement. Si tu vois qu'un truc, c'est que ça marche pas, c'est pas grave. Il faut être capable de se dire, ok, j'ai essayé, ça a pas marché, je reviens en arrière. J'ai essayé de rentrer dans le parc des Buttes Chaumont, ça a pas marché, je reviens en arrière. C'est pas grave. Ce qu'il faut être capable, c'est de se pardonner, de se dire que c'est pas grave, que tu vas rentrer chez toi, tu resteras demain. Tu vois que l'angoisse vient, pas grave. T'es pas obligé de te forcer, t'es pas obligé moi j'y crois pas à cette idée on te met dans une situation de douleur et ça va aller mieux. Non, au contraire, moi je me suis retrouvé dans une situation de blocage parce que j'avais ressenti tellement de douleur que je voulais l'éviter la douleur. Donc non, il faut pas. Je pense qu'il faut être capable de se dire ok, bon, au moins là dans ce périmètre, j'arrive un peu à vivre. Et dans ce périmètre, je vais essayer de faire des choses. Je pense qu'à un moment donné, il faut pas avoir peur arrêter de se concentrer sur le symptôme. L'attaque de panique, l'anxiété d'être dans un parc, ou d'être dans un avion, ou d'être dans un métro, ou d'être dans un ascenseur, ça sont des symptômes. Rationnellement, on sait qu'il n'y a aucun risque. C'est des symptômes. Le problème est ailleurs. C'est là où je pense que la psychanalyse est une bonne voie. Je dis pas que, oui, tu comprends d'où ça vient, de machin, des bidules, mais je pense qu'on gagne toujours à parler de son enfance, à parler de choses d'avant, et aussi de pas le faire, de pas, par ailleurs, chercher à faire des choses, se concentrer sur ce que tu es en train de faire. Alors oui, ce que tu fais est pas mal sur le sujet, mais c'est pas grave, parce que tu l'extériorises en le faisant. Je parle de ton podcast, là, j'étais pas très clair. Moi, mon conseil, c'est ne pas attendre de la confrontation de ces peurs une solution miracle non plus, comme on ne l'attend pas des psys ou des médicaments. Ne pas s'en vouloir si ça marche pas. Si on va sur un pont et qu'on fait une attaque de panique, allez pas sur le pont. Il y a rien de bien à faire une attaque de panique. Il faut pas chercher ça. Faut être patient, faut accepter que il y a pas, c'est très très dur. Je sais, c'est très 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 dur. Mais c'est vraiment pas sans solution. Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a tout un tas de trucs qu'on peut faire pour chercher, et on finit par trouver. Je sais que c'est bizarre d'entendre ça, on est plutôt calibré pour dans le schéma problème-solution. Là, ces problèmes, c'est recherche,
petite solution par-ci, par-là, puis finalement ça va mieux. C'est comme ça, le psychisme est quelque chose d'extrêmement complexe, je crois. Il y a clairement des bons conseils, il y a clairement des choses à faire, des choses à éviter, mais il n'y a pas de mode d'emploi. Je suis absolument persuadé que tout le monde peut aller mieux. Chacun à sa manière, des cas sont plus compliqués que d'autres, mais je suis absolument persuadé que tout le monde peut aller mieux. Il m'est arrivé personnellement de me dire, je m'en sortirai pas. Et je m'en suis sorti. Le truc étant, faut être un peu patient, faut revenir sur soi, faut être capable de trouver d'autres choses par ailleurs. Se forcer un peu au début. Mais parfois, de ne pas trop penser à ses angoisses aussi, c'est une bonne chose. Se dire, bon, ok, moi c'était mon cas, j'arrivais pas à sortir de mon quartier. Bon, ben j'ai commencé à faire des trucs chez moi. J'ai commencé à me passionner par un métier chez moi, sur Internet. Et puis je faisais des choses comme toi tu le fais ici, en faisant ton podcast, parce que ça c'est des bonnes choses. Il faut en faire et continuer à en faire et pas trop penser au futur trop lointain, parce que ça c'est jamais bon, mais dans un jour, une semaine, pas plus. Et puis on construit petit à petit, on cherche des choses qui nous plaisent, on se pose, on met de l'ordre, on pense pas toujours à ses angoisses. Petit à petit ça va aller mieux. Et par rapport à ton image d'aller au milieu d'un pont, va arriver un jour où tu seras plus si sûr de faire une attaque de panique. T'auras peur d'y aller, parce que t'auras peur de faire une attaque de panique, mais tu seras plus si sûr. Et tu feras 1 petit mètre, 2 petits mètres, 3 petits mètres, et puis tu seras pas du tout à l'aise. Tu seras anxieuse, mais tu feras pas d'attaque de panique. Mais ça va. Ça, c'est supportable. Quand ça fait trop mal, oui, il y a pas de mal à éviter. C'est naturel. Pas non plus se faire du mal. Voilà. Tu dirais aujourd'hui que tu parviens, toi, à lâcher prise dans pas mal de ces situations? Pour être tout à fait honnête avec toi, non. J'arrive à maîtriser un peu moi je suis un contre le fric, hein, je pense comme beaucoup d'anxieux. Le concept de lâcher prise est quelque chose qui m'est totalement je suis totalement imperméable à ça. Alors c'est personnellement, mais je sais par exemple par rapport aux angoisses, on m'a déjà conseillé de mettre relax. Je pense de dire détends-toi à quelqu'un qui se détend, c'est la chose la plus paradoxale. À quelqu'un de tendu, c'est la chose la plus paradoxale au monde. Ouais. Je suis tendu, ne me dis pas de me détendre, ça n'a pas de sens. Mais après, c'est mon point de vue. Moi, je vais plutôt réussir à essayer de calibrer ma réflexion sur quelque chose, ou me concentrer sur un truc. C'est là où les TCC peuvent être bonnes, hein. Certaines. Je sais que l'hypnothérapie fait ça aussi. De temps en temps, il y a, certaines formes d'hypnothérapie t'apprennent à avoir des petits exercices ou des trucs très factuels où tu vas suivre des cheminements de pensée pour essayer, de arrêter avec le tourbillon que t'as dans la tête. Moi, c'est plutôt ça, essayer de raisonner, essayer de maîtriser de manière un peu mécanique ma pensée. Le côté lâcher prise, c'est un truc qui imprime pas trop dans mon cerveau, le concept de lâcher prise, non. T'as peur que ça recommence un jour? Ouais, bien sûr. Mais je sais maintenant qu'on peut en sortir. Je sais que ça peut revenir comme ça peut repartir. J'aurais, je pense aujourd'hui, une certaine forme de sagesse que j'avais pas à l'époque. La première fois où ça arrive, c'est très douloureux. J'aurais aussi probablement une forme de découragement en me disant ça y est, c'est revenu. Mais faut se battre. Je prendrai du recul. J'ose espérer que aujourd'hui au moins je sais toutes les choses que je sais et que je sais surtout que ça peut passer. Mais est-ce que j'ai peur que ça revienne? Oui. Là, je vois pas trop de raisons. Alors, c'est aussi une chose, c'est une conviction personnelle. Hein. Ça vient jamais par hasard. Pas par hasard. Pour moi, ça vient pas de nulle part. Il y a toujours une raison. Le truc, c'est que c'est enfoui. On a du mal à savoir, mais il y a une raison. Ça ne vient pas comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont une prédisposition à l'anxiété. On l'a pas toujours été. Tu l'as pas toujours été. Je l'ai pas toujours été. Ça vient pas de nulle part. Ça se trouve, c'est un truc dans l'enfance, ça se trouve, c'est un truc mal interprété. C'est là aussi la psychanalyse peut être très intéressante. Mais ça ne vient pas par hasard, ça ne vient pas de nulle part. Pour moi, c'est impossible. C'est pas un accident, c'est pas un truc aléatoire il y a tout à une explication dans ce bas monde. Il y a pas de raison que ça c'en est pas une. Donc là, pour l'instant, je vois pas trop de raisons pour que ça revienne. Mais la vie étant faite comme elle est, je peux vivre des drames personnels qui peuvent m'y plonger, qui peuvent me mettre dans une situation de douleur psychique comme tout le monde en fait. Pour terminer, est-ce que tu as d'autres conseils pour nos auditrices, nos auditeurs? Oui, un conseil, un seul et dernier, si je devais vraiment finir par celui-là, c'est le plus simple, il résout pas tous les problèmes, mais c'est vraiment, moi je trouve, la première étape pour aller mieux, c'est pardonnez-vous. Faut pas s'en vouloir. Je sais que c'est dur, faut pas en avoir honte, faut pas s'en vouloir, il faut savoir se pardonner, voilà. Quand les choses viennent, elles sont là, faut les accepter et savoir se regarder avec mansuétude. Voilà, ce serait ça un conseil final, je dirais. Très heureuse de finir là-dessus. Merci beaucoup.
Merci à toi, c'est très chouette. Témoigné dans Anti-Héroïne, c'était vraiment une chance de t'avoir. Merci. Philippe nous l'a rappelé, les phobies font irruption dans nos vies pour nous signaler quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui nous fait souffrir. Il est temps à présent de les laisser de côté pour nous intéresser à des peurs plus ordinaires. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode pour poursuivre cette exploration du continent de la peur. À très bientôt dans Anti-Héroïne. Si cet épisode vous a plu ou si vous voulez soutenir la suite de cette enquête sur la peur, je vous invite à mettre autant d'étoiles que vous le souhaitez sur votre application de podcast. Vous pouvez également suivre les actualités du podcast, faire des retours ou bien proposer des sujets ou des témoignages pour de prochains épisodes sur le compte Instagram antihéroïne.podcast. Merci pour votre soutien.